This is the Rhone River. From its source high in the Swiss Alps, it flows through southern France to the Mediterranean Sea. Legend has it that the first grapevines planted by the Romans in France were planted on the banks of the Rhone at Ampuis, near Lyon. In our search for small quality wine producers, Yasha and I set out to film traditional winemaking families in 3 different terroirs along the valley of the Rhone. Terroir is a French word that describes not only the geographical place, but also the geology, soil, slope, exposure, climate, and even the history and tradition of a specific vineyard. With our friend Christine Campadieu, a winemaker at Domaine La Tourvière in the southern French town of Collioure, we began our journey in these legendary vines above Ampuis with winemaker Patrick Jasmin, who grew up here and inherited the family winemaking business. Ici, on est dans l'appellation Côte-Rôtie. Côte-Rôtie, voilà. Nous, pour travailler ici, il faut aimer vraiment son terroir et ses coteaux. Je pense que travailler sur des vignes planes avec des rangs de vignes à perte de vue, je ne pourrais pas. Dans nos coteaux, on surplombe le village, on surplombe la vallée, on se met à l'abri du vent l'hiver quand c'est le vent du nord. L'été, quand il fait trop chaud, on peut rester le matin de bonne heure par les coteaux, monter sur un peu les crêtes de coteaux où c'est plus aéré l'après-midi. Donc on arrive toujours à trouver un coin différent dans la journée ou dans la semaine. Ça ressemble beaucoup à chez moi, ça, cette diversité de terroirs, de morcellement des parcelles. Mais surtout quand on regarde autour de soi ici, on voit que c'est un paysage qui demande beaucoup. Là, c'est un des secteurs les plus représentatifs des coteaux de Côte-Rôtie, où il y a le plus de pentes. Donc la côte blonde, c'est des terrains en principe où on a toujours des gros degrés, parce que c'est des sols où il y a très peu de terre, la roche n'est pas loin, donc on a toujours besoin de surveiller de très près ces parcelles, parce qu'elles sont toujours les plus précoces au moment des vendanges. Par contre, on a toujours un manque d'acidité. Pour la côte brune, c'est des terrains plus fondés, donc on a des terrains plus riches, des vins plus costauds, quoi. Donc l'assemblage des deux fait un bon équilibre, et puis ça rapporte l'acidité qu'on a toujours en manque. Et ces coteaux sont orientés de façon différente? Là, on est plutôt plein sud, sur la brune. Et la côte blonde, on est plutôt sud-est, un peu plus tourné comme ça, quoi. Et ces coteaux correspondent à plusieurs vignerons? Plusieurs domaines ont droit à cette appellation, voilà. Côte brune et côte blonde? Un vigneron qui a une parcelle d'1 hectare, tout attenant, c'est une grosse parcelle, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont des parcelles de 2000 mètres, 3000 mètres, des fois 1000 mètres. Là, sur ce secteur-là, par exemple, secteur Côte-Brune qui doit aller, on va dire, doit faire 10-12 hectares. Je vois déjà à peu près dans ma tête 12 vignerons, quoi. Ça, c'est normal ici, d'être très morcelé. Oui. On palisse la vigne, donc on attrape les brocs et on attache avec un lien comme ça pour palisser la vigne et la tenir en l'air, parce que la syrah, si on la laisse, elle ne tient pas droite, comme les cépages de Grenache ou de Gamay qui tient tout seul. Nous, si on la laisse, la syrah, elle part à plat. Donc on est obligé de la palisser. Donc une fois fin mai, début juin, le premier coup, on laisse pousser pendant 8-15 jours, suivant les conditions climatiques, et on attache la deuxième fois, après jusqu'en haut du tuteur. Donc ces tuteurs, donc ils sont celui-là, par exemple, c'est un acacia. Bon, sur la qualité du vin, il y a aussi l'année de la vigne qui rentre en compte. Des vignes, pour faire des vins de qualité, il faut qu'elles aient au moins 15-20 ans d'âge, quoi, minimum. Une jeune vigne, ça ne fera jamais les mêmes vins, même si c'est un coteau bien exposé, qu'une vieille vigne qui va chercher ses réserves dans le terroir. Parce que le terroir du sol, il est en profondeur, il est à 8-10 mètres sous le sol, quoi. Parce que la vigne, elle passe à travers les racines et les rochers, elle descend chercher, épuiser la fraîcheur à 8-10 mètres, là. Il
n'y a pas de canalisation qui monte sur les coteaux. Donc l'arrosage par rapport au décret d'appellation est interdit sur les vignes d'AOC. Donc on n'arrose pas les vignes, c'est interdit. On peut arroser une jeune vigne qu'on vient de planter pour la faire reprendre avec de l'eau qu'on amène avec des citernes et on arrose au pied avec un arrosoir. Mais il n'y a pas d'irrigation dans les coteaux. La seule irrigation qui se pratique, c'est donc par rapport au fleuve qui descend dans notre vallée, où il y a toujours de l'eau parce que c'est un beau fleuve. Donc toute l'irrigation après se fait sur des cultures maraîchères ou des arbres fruitiers dans la plaine. In this fertile river valley, where everything grows vigorously, we wondered how Patrick meets the limit of grapes imposed by the label or appellation Côte-Rôtie. Là, les vendanges vertes, c'est un passage qu'on fait depuis 2 semaines pour illuminer les raisins qui sont entre eux, quoi. Alors que sur la vieille Sorine d'antan, on n'avait pas besoin, les anciens n'avaient pas besoin parce que les rendements étaient maximum 25-30 hectos les grandes années. Maintenant, les nouvelles sélections clonales dont on ne veut pas trop planter, si on laisse tous les raisins, on a 80 hecto-hectares. Donc c'est au dépend de la qualité. Et puis c'est interdit parce que le décret d'appellation dit que l'appellation Côte-Rôtie, c'est 40 hectolitres hectares maximum. Donc c'est un travail, c'est un coût supplémentaire l'été. C'est presque, ça nous coûte même plus cher que les vendanges parce que ça dure plus longtemps et puis c'est pas facile à faire, quoi. Avec mon ouvrier qui est en train de le faire. Donc c'est les derniers travaux sur le mois de juillet et début août qu'on fait. C'est-à-dire les feuillages, on enlève les feuilles un peu, 1 ou 2 feuilles comme ça devant le raisin pour bien les aérer. Et puis le cisaillage, c'est-à-dire on recoupe tout ce qui est poussé entre eux sur la vigne. On taille la vigne au carré comme une haie pour la mettre propre et puis pour pouvoir passer au moment des vendanges. Il faut aérer la cèpe pour que les raisins ne se touchent pas et qu'on laisse surtout le nombre de raisins qu'on veut. Oui, on fait ça et puis après on va émoucher. On va vous montrer là. Avec des cisailles, on enlève les feuilles, toutes les repousses. Là, on vient d'y faire parce que on l'a fait avant des feuillets. C'est plus pratique maintenant parce qu'autrement il y a trop de feuilles. These vibrant vines enjoy lots of sunshine and some timely summer rain coming from the north. They're planted on mineral-rich hills of clay and granite at the northeastern ridge of the Massif Central mountain range. The blend of grapes grown in these varied soils helped to give Côte-Rôtie the reputation of being the most elegant wine of the northern Rhône. Côte-Rôtie means roasted slopes, and in the heat of summer, we were roasting on these slopes by mid-morning. The old-timers have a saying, if you don't want to see your plants suffer, stay out of the vines in the heat of summer. Il y a une bonne entente ici entre les vignerons. Il y a une grosse majorité de vignerons de mon âge et une génération de jeunes vignerons qu'on appelle chez nous, là, qui a 30-35 ans. Donc ça se passe très très bien. Des vieux vignerons de 80, soit entre 60 et 90 ans, il y en a de moins en moins, quoi. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais bon, il y a une bonne entente. Il y a toujours des exceptions, hein. Il y en a 3 ou 4 qui ne veulent pas faire partie du syndicat, qui font leur truc à côté, et qui sont jaloux de tout le monde. Et bon, c'est comme ça, quoi. C'est dans toutes les communes pareil, quoi, hein. Oui. Mais nous, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien parce que le commerce va bien. Le jour où il y a des problèmes de vente, à mon avis, il va y avoir du changement. Patrick invited us to cool off at his winery, which is part of his old house near the center of town. At Domaine Jasmin, we were graciously received by Patrick and his wife Arlette. Voilà, c'est la maison familiale, quoi. Donc c'est une assez grande maison en vieux matériaux, en pisé, donc qui est assez fraîche la journée et l'été. Et les coques, donc souvent on est sur la maison. En souterrain. Voilà, en souterrain, ouais.
avec quelques extensions qu'on a fait au fur et à mesure que l'exploitation s'est agrandie. Donc, on a des bâtiments agricoles qui se sont faits dans les jardins derrière avec souvent des coffres dessous pour agrandir le tout en même temps, quoi. Très bien. Before sharing a meal together, Patrick showed us where he makes and ages his wine. Les vinifs, ça se fait vraiment traditionnellement. C'est-à-dire, on jette le raisin dedans. Bon, on a amené un petit peu de modernité par rapport à l'éraflage. On a équipé les cuves, comme tout le monde, avec des systèmes de froid et de chaud et des drapeaux à l'intérieur pour pouvoir refroidir la vendange s'il y a besoin. Voilà, avec la machine qui est derrière, qui produit du froid actuellement. Et dedans, on a les drapeaux, comme toutes les cuves qui existent, que ce soit l'inox, c'est le même système, quoi. Donc c'est les deux, on va dire, les deux petites modernités qu'on a apportées à la vinif. Après, une fois que les fermentations démarrent, on monte dedans et on casse le chapeau de marc au pied, on y pige, quoi. Donc il y en a qui pigent avec des appareils en inox, avec ça fait comme une fourche au bout, donc j'en ai une. On le fait sur les cuves en inox parce qu'on ne veut pas descendre dedans. Et sur celle-ci, on met une échelle en travers pour se tenir et on saute dedans avec des bottes. Par contre, avec quelqu'un qui surveille en permanence à côté, quoi. Avec des bottes. Oui, on fait pas pieds nus, nous. C'est très dangereux avec des bottes. Si tu remplis les bottes et C'est des tires vers petites le bas. bottes. Ah nous, on fait ça sans rien. En fait, tu fais combien de vins différents? Combien de cuvées? Je fais qu'une seule cuvée, moi. Une seule cuvée. Donc on fait tout, nous, de la vigne jusqu'à la mise en bouteille et la vente. On ne vend pas de vin au négoce, ni de vendange. Pour le moment, on fonctionne comme ça, quoi. On arrive à écouler toute notre récolte nous-mêmes, quoi. 40% à l'export, à mon avis presque 50% dans les années à venir. Et après, l'autre partie, caviste, restaurateur, particulier. Et là, l'assemblage que tu viens de faire, un peu comme ça à vue de nez, c'est à peu près le final que tu vas chercher à avoir. En principe, au point de vue boisé, ça devrait être, ça sera à peu près ce boisé-là. Après, bon, au point de vue goût, il y a des tonneaux un peu de... Il y a d'autres tonneaux, donc si vraiment vous voulez l'assemblage final, là, il faudrait prendre dans tous les fûts, quoi. Mais bon, la base, elle sera ça, quoi. Le nez, ce qu'on a en bouche, ce sera ça. Avec un boisé peut-être un peu moins soutenu ou un peu plus soutenu, bon, suivant l'assemblage final. De toute façon, ce sera des vins qui, à part subir la maladie de la mise en bouteille, c'est-à-dire le pompage et le choc avec l'inox, c'est des vins qui seront mis en bouteille ni collés ni filtrés. Parce que ça, c'était aussi une volonté de ma part, de revenir en arrière et de remettre, comme le grand-père et mon père faisaient dans ses débuts, remettre des vins en bouteille sans filtration, sans collage. Donc depuis 2002, les vins sont de nouveau mis en bouteille comme ça. Jusqu'à maintenant, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me plaît beaucoup dans ce vin, c'est qu'on voit le devenir. C'est un vin qui est un peu discret là maintenant. Il est sur cette phase que tu décrivais. Le premier fruit est un peu passé. Très discret le premier fruit. C'est fruit noir, on est très noir, des épices. Mais on sent très bien qu'il se pose, il attend et il va remonter. Il va revenir plutôt, pas remonter. Revenir vers ce côté-là. Et puis il y a un côté un peu encre. Ça passe super bien avec des chevreuils, sangliers, le gibier. C'est un peu le meilleur vin qui se boit avec ça. Mais avec une bonne viande rouge, ça passe bien. Et puis ceux qui sont amateurs de fromage, qui n'est pas mon corps, avec le fromage, quoi. Il n'a que des défauts. C'est ce que ma femme me dit. Avec le tablier. Dis-moi, tu peux me donner une recette? On lave pas au vin blanc. C'est de la roussette. Roussette Savoie, oui. Ouais, ça devrait aller, ça. C'est bon? Pour faire ça, oui. T'as autre chose à me proposer? Ah, c'est bon, c'est sec, ça. De toute façon, Ouais, donc le choix est bon. ouais. Je vous laisse.
after a delicious meal in their kitchen, we were visited by a family friend, Louis Rivaldi, who shared a few glasses of wine and some good stories with us. J'ai pas voulu parier parce que j'avais peur de vous faire perdre. Merci, merci beaucoup. C'est l'âge. On aurait parié une vieille bouteille et j'aurais dû aller la chercher. C'est une vigneronne de Bagnols. Ah bon. C'est le même plan, hein. Il a toujours, suivant les années, ça change un peu. Autrement, c'est toujours le même goût. Nous, chez nous, on faisait du vin en pagaille. Maintenant, ça s'en fait plus, mais ça s'en faisait en pagaille. Mais on avait tous les plans. On avait toutes sortes de plans. Alors, suivant les maisons, ça changeait un petit peu, suivant les plans qu'on mettait. Tandis que là, ils ont pas droit à mettre d'autres plans, à part la Syrah, et puis ils ont droit à 20%, je crois, de Viognier. Hein? C'est 20%, je crois. Mais comme vous ne les mettez pas parce que vous n'en avez pas assez, quoi. Hein? Non, puis c'est un choix. Oui, c'est un choix. Voilà, oui. on peut aller jusqu'à 20%. Jusqu'à 20%, oui. Et ça l'assouplit, le Viognier. Ça le rend moins... La Syrah, elle est dure à boire tout de suite. Un peu. Enfin, je sais pas, vous y connaissez quand même. Hein? Elle est dure, alors après, elle s'assouplit un peu en vieillissant. Oui, c'est vrai. Mais si vous y mettez du Viognier, ben, ça s'ouplie plus vite. Ça arrondit. Ah oui. Seulement 20 ans, puis ils en mettaient beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus de gens, quand ils plantaient une vigne, ils plantaient... alors que maintenant, je ne vois pas bien. Si, il y en avait encore un peu, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y avait avant comme autre plante? Bon, ben ici, ça a toujours été la Syrah puis le Viognier. Il s'embellit pas, le vin, il vient pas meilleur après, hein. Faut pas le garder. Je me rappelle, ton beau-père, il disait à un client, là, ils étaient un couple, alors elle disait, on peut le garder combien de temps? Alors il lui dit, oh, ben vous pouvez me le garder quand même assez longtemps, mais si vous voulez le boire bon, buvez-le plus tôt. Alors je lui dis, pourquoi tu lui dis ça? Il m'a dit, je lui dis ça parce qu'en vieillissant, ils peuvent que nous faire des emmerdements, tu comprends? Vous voyez, ici, ils s'abîmaient, tu comprends? Tandis que s'ils l'ont bu, ah ben ça, je te jure. From the steep slopes of Côte-Rôtie, we headed south along the Rhône for a couple of hours into a drier, more Mediterranean climate. The river began to broaden, and the eastern shoreline began to flatten out. On the western banks of the river, across from the city of Valence, we visited the terroirs of Cornas, long renowned for its intense, highly concentrated red wine, and home to several excellent winemakers, including the Clapp family. 3 generations of winemakers, Auguste, Pierre, and Olivier Clapp, share a common vision for their wines and work together harmoniously in and around this very old and small Ardèche town, definitely built for another time. La plupart du temps, on est sud-est ou sud. C'est très joli. Cornas, c'était l'exception de la vallée du Rhône Nord, où les vins de Cornas sont faits uniquement avec la Syrah. Et pourquoi, justement, si on dit que l'adjonction de blanc, ça vient arrondir, assouplir? Ben, je pense que c'était peut-être voulu et pour exagérer un petit peu le caractère un peu rustique, entre guillemets, ou tannique et puissante de Cornas. Qu'est-ce que vous avez comme pierre ici? Donc, on dit schématiquement que Cornas est granitique. Alors, c'est vrai à 80%. Donc, granit avec donc différentes duretés de ce granit.
c'est une nouvelle vocation. C'est des vieux granites. Bien sûr, de cailloux. Et là, on l'a pu l'apercevoir en montant. Il y a un endroit où on a le chemin avec le granit qui le borde et les vignes qui sont juste en dessus. Et là, on peut imaginer qu'il y a 20 cm de terre. Et donc toutes les théories sur le niveau d'humus et tout ça, là, on est pratiquement sur zéro, quoi. Pourquoi le palissage est un peu différent de ce qu'on a vu en Côte-Rôtie, là? Alors Cornas, ça a toujours été sur un seul tuteur. Et la vigne est conduite au fur et à mesure, attachée avec autrefois de la paille de seigle, maintenant encore nous des gens. Et puis ensuite, d'un tuteur à l'autre, on fait une espèce de petit pont. Donc on dit cordelé, c'est-à-dire qu'on prend les pousses de chaque cep et on les entrecroise entre eux, de façon à ce qu'ils se rejoignent et qu'ils arrivent jusqu'au cep suivant où là on les arrête. Alors ça permet donc, sans avoir des tuteurs exagérément longs, d'avoir quand même une bonne longueur de feuillage pour chaque cep. Donc une bonne photosynthèse et une belle maturité pour chaque cep. Et c'est très joli. C'est une vieille tradition d'ici? Oui. Et où vous les achetez, ces joncs? Grosse difficulté. Alors c'était une production un peu locale de Charente et des Landes aussi. Donc ça c'était fait un peu, je pense, par des retraités là-bas. Donc comme il y a de plus en plus de demandes dans la région, il y a de moins en moins de fournisseurs, puisque c'était des retraités qui s'arrêtent un petit peu, et donc on a beaucoup de difficultés à en trouver. Donc il y a des importations qui arrivent maintenant de Chine, mais avec moins de bonne qualité et moins de tenue dans le jonc lui-même. C'est pas tout à fait la même plante. Mais la tradition avant, c'était paille de seigle. Quand on séchait, c'est très rapide. Voilà. C'est sec là. On tourne. On joue sur le nerf du. Ouais, d'accord. On tourne en reculant. Et puis après, hop, on le renvoie vers l'avant. Voilà, il se tient tout seul. Et après, les vrilles prennent et puis ça. Ce qui est une catastrophe, c'est ça. Ouais. C'est des grappes. La grappe, elle est double presque. Il faut pratiquement en enlever la moitié. Là, on peut enlever la moitié de la charge, je pense. Est-ce que les gens qui le font pour vous le font bien? Vous avez des soucis? Parce que les gens rechignent toujours à enlever du raisin. On a du mal à... Mon ouvrier portugais, justement, lui, il y a eu beaucoup de temps pour qu'il accepte d'en enlever. Eh oui, pour lui c'est du gaspillage. Oui, pour lui c'est du gaspillage. Mais pour nous c'est un minimum. Alors on tombe pas très draconnier, je pense qu'on reste en moyenne 5 grappes, quoi. Il y a des gens qui descendent en dessous. Après, ça permet d'avoir plus de concentration peut-être. Mais on ne veut pas faire des vins trop concentrés non plus. C'est pas notre style de vin. Et on veut quand même garder une certaine élégance dans le vin. Il me semble. Et des vins, on veut faire des vins pour boire aussi. La finalité du vin, c'est quand même ça. C'est de faire des vins pour boire, si possible en accompagnant un plat, et pas que des vins de dégustation. Alors. Et d'où vient la viticulture dans cette région? Est-ce que c'était une pluriactivité ou un complément de l'agriculture? Sur Cornas, c'était quand même une activité assez principale. Et je dirais que les activités annexes étaient liées à la viticulture. C'est-à-dire que les gens avaient les coteaux, parce que je pense qu'on est encore... on a replanté le vignoble de Cornas, mais on n'a pas du tout atteint le stade de production qu'il y avait après la replantation, après le phylloxéra, 1900-1910, où on avait la viticulture sur le coteau, mais aussi sur la plaine. Donc ça prenait déjà une bonne partie de tout ce qui est autour du village et en dessous du village. Comment est-ce que vous travaillez chez Clapp?
dans la tradition. C'est-à-dire que bon, moi je suis un jeune vigneron malgré mon âge, parce que j'ai recommencé moi une carrière de vigneron à 37 ans. Donc je me suis quand même pas mal posé de questions. Pourquoi mon père travaillait comme ça? Pourquoi pas autrement? De la vinification, c'est-à-dire le levure indigène, pas dégrappage. Foulage au pied. Pas du tout dégrappage. Pas du tout dégrappage. Donc ça nécessite quand même au départ des vendanges relativement mûrs et bien mûrs. Et puis après on joue un petit peu sur la durée de vinification. C'est-à-dire que si on a des vignes jeunes avec des rafles un peu moins mûres, à ce moment-là, on va décuver un petit peu plus tôt. Quelques vignerons font des cuvées spéciales sur des terroirs, mais c'est quand même pas la majorité des gens, et je dirais que c'est pas la culture de la vallée du Rhône septentrionale. Beaucoup de gens font plutôt un vin final qui est un assemblage de différents terroirs qui se complètent un peu, quoi, et qui amène peut-être une complexité dans le vin final. Après, vous assemblez en vinification ces terroirs-là, ou vous les vinifiez à part? Alors, on essaye de les vinifier un par un. Oui. Mais parfois, bon, quand les parcelles le permettent au niveau des volumes, parfois on est obligé de faire des concessions et de faire un assemblage de 2 parcelles. Et quand c'est dans ce schéma-là, à ce moment-là, j'assemble par âge de vigne plutôt. Donc des jeunes vignes, des vignes plus âgées, mais si possible en ayant quand même terroir par terroir. Où on essaie de trouver des complémentarités entre un terroir et l'autre. Donc au départ 5-6 cuvées, mais comme on n'a pas une culture disons commerciale de lieu-dit ou de terroir, à la fin on refond ces 5-6 cuvées en 2 vins seulement. Donc sur le domaine, donc il y a Cornas qui est axé sur les bons terroirs vieilles vignes, et puis Renaissance qui est plutôt jeune vigne et des terroirs un peu plus faciles. Pierre and Olivier tend their vines in these hills high above Cornas and still make wine in their centuries-old winery in town. At the winery on Highway 86 in Cornas, we met Auguste Clapp, patriarch of the Domaine Clapp. On a toujours fait du vin ici, parce que le grand-père de ma femme il a déjà des diplômes. Le premier concours à Paris qu'il faisait, qui commençait à s'organiser. Vous voyez, là, il a un diplôme de médaille d'argent. Les Côtes-du-Rhône sont parties, je dirais toutes les Côtes-du-Rhône septentrionales, en particulier grâce aux Anglais de Paris. Le départ de la revente, de la reprise du vin, moi je la situe entre 60 et 70. Et elle est due à quoi, à votre avis? Elle est due au déplacement des gens avec les voitures. Ils partaient sur la côte. Le pouvoir d'achat avait commencé à monter. Les gens étaient un peu plus à l'aise. Le fait qu'ils sortaient souvent, bon, ils ne buvaient plus que du Beaujolais, ils buvaient autre chose. Et vous faites combien de vins différents? On fait du Cornas principalement, avec 2 bouteilles. On ne mélange pas les très vieilles vignes avec les jeunes. Les jeunes qui ont 15 ou 20 ans déjà. On ne mélange pas. Et puis on fait un peu de Côtes-du-Rhône parce que suite à cette histoire de terrain à bâtir, les gens voulaient vendre. Moi j'avais en portefeuille, j'avais des droits. Et je ne pouvais pas les planter de vignes parce que je ne trouvais pas de terrain. Alors on avait un coin Côtes-du-Rhône, j'ai planté un Côtes-du-Rhône puis en 79. Et puis il restait un Côtes-du-Rhône. J'ai planté un Côtes-du-Rhône, 1 hectare, pour sauver mes droits d'appellation, parce qu'il fallait les demander, les payer et tout. Et puis on fait un peu de blanc, Saint-Puré, un peu de vin de table. Ah oui. Oui. Le vin de table, on le faisait pour nous, pour boire, puis total, on le met tout en bouteille, il part tout en Amérique. C'est celui-là qui s'appelle le vin des amis? Voilà. J'ai fait des études de mécanique aussi un peu. J'ai suivi un peu les traces de mon père au début. Et j'ai travaillé un peu dans un bureau. J'ai vu ce que c'était un peu l'ambiance et j'ai fait la comparaison d'être dehors, de travailler dans les vignes, d'être proche de la nature. Et
c'est vrai que c'est quand même un peu plus agréable et de faire soi-même son boulot et de vendre ce qu'on fait, quoi. Il y a tout un suivi du début à la fin jusqu'au consommateur qui est beaucoup plus intéressant à faire, quoi. Avec toute l'ancienneté qu'on a, la réputation qu'on a aussi, c'est vrai que c'est dommage de laisser tomber ça. Et avec tout le travail qui a été fait avant, de mon grand-père, de mon père, c'est quand même dommage d'abandonner tout ça pour sûrement être pris par d'autres grosses entreprises. C'est vraiment dommage. L'hiver, il n'y a que le champignon noir qu'on voit. Alors là, c'est l'inverse. La température plus chaude, c'est le blanc qui repasse par-dessus le noir. Mais ça, vous vous souvenez de ce que c'est exactement? Il y a un plan là. Vous n'y touchez plus? Ah si. Ah si? De temps en temps, une fois par an, on cherche de 10 ans en 10 ans. Pour Noël en famille, on se fait le petit dernier né. Donc on va se faire 2006 là, j'espère qu'on en fera. Et puis donc après on recule de 10 ans, donc 96, 86, jusqu'à 76, 66. C'est chouette. Oui, voilà, sur les vieux millésimes, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, quoi. Il y a un peu d'électricité qui ressort souvent. C'est vrai que moi je préfère qu'il y ait un peu plus de puissance, mais c'est vrai que sur un bon millésime, sur une bonne année, c'est vrai qu'on voit souvent la différence aussi quand même. C'était les 95. C'est vrai, comme il dit, avec ce qu'on mange, Oui. c'est un peu ce qui fait. C'est les 84 qu'on a apporté, non, 86, 95, ouais. Bon. 95, 85. C'est 95 qui marchait plutôt. On n'a pas trouvé. Oui, qui était fermé, oui. Ouais, très fermé. Ouais. On a ouvert d'autres c'était un millésime qui avait 10 ans. Quoi. On s'est tous regardés et on n'était pas d'accord. Et puis on a laissé la carafe, c'était chez une de mes filles. Et elle a trouvé le vin dans la carafe, mais ça en est servi 2-3 jours après. Elle a dit que c'était comme ça. Pourquoi? Et sur le coup, quand on a ouvert les bouteilles, on n'était pas tellement satisfait. 95, oui, c'était très dur comme millésime. 10-15 ans pour des bons millésimes, pour vraiment pour des bons millésimes, mais des vraiment bons, c'est 20 ans à la limite, comme 85, mais après c'est vrai que... Il faut cuisiner spécialement pour ces vins-là. Voilà, à la limite, voilà, tout à fait. Oui. La tradition, c'est le lièvre aussi. Ouais, c'est lièvre au chevreuil. Sanglier aussi. Sanglier, des gibiers, quoi. Gibier, oui, forcément. C'est possible. Vous avez des viandes costauds, quoi, qui sont dans la sauce, on mettait une bouteille du même vin. Voilà. Hein? Alors après, ça marche tout ça. Qu'est-ce que ça donnait 2005? Presque comme 2003, mais on a eu un peu d'eau au 15 août. Donc ça nous a bien sauvé la mise et en fait on a eu des petites grappes. Et on voyait beaucoup de raisins, mais des grappes petites, comme un peu de partout je crois en France. Et donc on a une belle concentration. Il est un peu discret, hein. Je crois que c'est la mise qui fait ça. Oui, c'est un peu plus fermé. Ça a été... il y a la Côte-du-Rhône, il y a un peu de jeune vigne Cornas aussi qu'on a mis, un petit peu, et un tout petit peu de presse Cornas. Et donc ça on l'a assemblé il y a une dizaine de jours, donc déjà ça l'a secoué un peu, puis de l'avoir remis en bouteille. Et au départ c'est toujours un peu plus fermé et il faut presque 2 mois pour que ça revienne bien et qu'on ait bien le fruit du vin. Après, je pense que l'intérêt du Côte-du-Rhône, c'est quand même de le boire dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent, et pas de le garder pendant 10 ans. Il vaut mieux garder le Cornas pendant 10 ans, et puis se faire plaisir avec le Côte-du-Rhône dans sa jeunesse. Bon, c'est vrai qu'il y a encore du boulot, hein, ça c'est sûr. On en apprend tout le temps. Il ne faut pas oublier que le vin, c'est une histoire de mémoire. Hein. Voilà, surtout dans les millésimes.
bien, quand on vous fait goûter quelque chose, il faut bien savoir, attends, ça c'est une année mûre, pas mûre, acide, pas acide, alors c'est tel millésime, c'est à 10 ans près, c'est là dans ce créneau. Oui, c'est par déduction. Il y a beaucoup de mémoire aussi, ouais. Emmagasiner des... Ouais. C'est que et ça, puis quoi. quand on a goûté un vin, il faut essayer de se mettre là. Et si ça jamais il revient 6 mois après ou un an, on dit tiens, j'ai goûté ça, c'est plus là. C'est surtout là où il y a beaucoup à faire. C'est la pratique. Ouais, c'est la pratique. Non, c'est une moto. Donc là, on revient sur Reynard avec les vieilles vignes. Donc là, moyenne d'âge 60 ans. Moyenne. C'est très bon. C'est agréable. On vous en garde. Je sais pas s'il va rester. Ça, c'est au nez, c'est peut-être le plus côte-rôti des Cornas. Le côté grillé comme ça. Ouais, et dans sa période, en cours d'élevage, il y a toujours un moment où c'est un peu plus floral aussi. C'est un peu plus violette. Ça fait penser à côte-rôti. Mais ça sèche pas. Ça accroche pas. Il n'y a pas le côté séchant du précédent. Oui, ça c'est chaleureux. C'est vrai, voilà. Ouais. Très enrobé. Très chaud, ouais. Ça fait. Et moi, je crois que les vins de terroir, au sens large, tant qu'on fait un vin de terroir et un vin de vigneron, il y a toujours une place pour ces vins-là sur la planète. Pas forcément en France, mais sur la planète, oui. Que le vigneron il soit à Cornas ou qu'il soit à Napa-Valley, à la limite, pourquoi pas. Napa-Valley ou en Australie, ou le gars qui veut exprimer un terroir avec un cépage, je pense que déjà on sera tous complémentaires et non pas concurrents. Et je pense qu'on pourra trouver des gens pour s'intéresser à ce travail-là. Et à ces expressions de vin et de terroir. As we left the steep granite slopes and canyons of the northern Rhone, we headed southward several hours towards the Mediterranean Sea. Crossing the river to the east, we approached the subalpine mountains just north of Provence, and the Rhone Valley opened up before us. These plateaus and valleys were formed by ancient glaciers, and their mixed soil of sand, clay, and rock make ideal terroirs for the Grenache grape, so characteristic of southern Rhone wines. Near the little town of Montbrison, we visited winemakers Michelle Aubry-Laurent and her son Maxime Laurent. Domaine Gramenon was created by Michelle and her husband Philippe Laurent. When he died in an accident in 1999, Michelle took over the domaine. Now she and Maxime continue making a variety of excellent wines. Pour Maxime, on est dans une initiation sur le Gramenon parce qu'il va falloir qu'il vinifie plusieurs fois, qu'il voit quoi, comment. Et puis après, petit à petit, c'est lui qui prendra. Et bien, ça prend tout son sens. Pour moi, c'est important. Quand vous vous êtes installé, c'était en 60 ans? En 79. D'accord. Et tout était comme ça? Non. Il y a des parcelles qu'on a arrachées, où il en manquait beaucoup trop, puis qui n'étaient pas intéressantes. Et on les a replantées petit à petit. Il y a là-bas, il y a la partie... presque toute cette partie est encore plus ou moins d'origine, là aussi, ici aussi.
Mais bon, petit à petit, on renouvelle un petit peu quand Et même. votre premier millésime, ça a été 80 79. 79. Ouais. D'accord. Bah oui, c'était en place, vous avez travaillé tout de suite. Voilà. Ah ouais. En fait, Philippe avait déjà construit une première cave chez son père. Et il faisait du vin depuis 2-3 ans quand on a acheté ici. Et puis après, on a pris notre indépendance complète. Voilà. Et vous avez combien d'hectares aujourd'hui en tout? En tout, ça nous fait 28 hectares. On a 23 ici, à Montbrison. Et on a 5 hectares à Vinsobre. D'accord. Voilà. Ok. Our visit to the domaine continued with a tour of where the wine is made and stored before aging in barrels. Alors ça, c'est... de toute façon, ce sont des très vieilles cuves qui ont un intérêt... Elles sont jolies. Ouais, elles sont jolies, elles sont patinées, et puis il y a une forme, c'est sûr, qui est drôlement intéressante, quoi, la forme tronconique. En fait, vous faites quoi comme appellation? Côte-du-Rhône? Nous, on est en Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône village pour Vinsobre. Il y a eu un gros... En fait, Vinsobre, c'est passé en cru. On pourrait faire une appellation locale. Alors, moi, j'ai choisi de faire du Côte-du-Rhône village, point, sans nom de commune. C'est-à-dire que je fais exactement le vin que j'ai toujours fait là-bas, et puis voilà. Et puis, de toute façon, moi, je vois en qualité, je vois pas. On peut toujours s'améliorer, mais il n'y a pas de désherbant, les sols sont travaillés, on met pas d'antibotrytis, vendange à la mer avec un tri. Pour faire du cru et faire mieux, je vois pas ce qu'on peut faire. C'est la cuvée Mémé parce que c'est... Parce que c'est une très très vieille vigne qui a plus de 100 ans, 120 ans en ce moment. Et après, le vin reste ici. Et tu le mets en bouteille. Directement de la cuve, fait un peu d'élevage? Non, oui, voilà. Alors en bas, on va aller voir, il y a une cave creusée. Et il y a des trappes dans la dalle d'à côté. Et par gravité, on remplit les tonneaux. Et puis on les laisse... on fait des élevages, mais assez courts. Voilà. Sur des barriques neuves ou... Non, non. On a des barriques assez vieilles. Il y a une bonne humidité, là. Et c'est vrai que... comme ça marque pas trop le vin, quoi. On n'a pas trop de... Et là, d'habitude, il y a des fûts. Voilà. Quelle contenance? C'est toujours des barriques de 228. Elles sont remontées pour sécher, comme voilà. tu as expliqué, et elles vont redescendre. Après les vendanges. Pour la prochaine récolte. Mais ici, c'est toujours un endroit où on est drôlement bien. Il y a quelque chose, je pense que c'est parce qu'on est dans la terre, et il y a toujours... c'est bien, je sais pas, il y a quelque chose où on est à son aise. Et d'ailleurs, souvent les gens ont envie de visiter tout ça, mais moi je fais attention, je n'amène pas trop de monde ici. Les gens veulent goûter les vins à la cuve avant qu'on les ait mis en bouteille. Ça m'énerve. Et non, ça c'est quelque chose qui est en devenir, en transformation. Les gens ils comprennent rien. Et puis tout le monde ne peut pas interpréter la maladresse du vin à ce moment-là, son côté mal marié, ou son côté dissonant. Il n'est pas d'accord avec lui-même. Déjà, à tous les moments. Je vais te dire, pour aller dans ce sens, là, moi, l'impression forte que j'ai toujours après les vendanges, alors avant la vendange, tu rêves. Tu es dans le fantasme complet, ça y est, cette année, tu vas faire le vin idéal, le plus merveilleux du monde et tout, ça c'est sûr. Après, tu vendanges, genre là, tu en prends un peu dans la tête, ça te calme. Et puis après, le vin que tu sors, tu es déçu. Tu vois que ce qui manque et tout. Et ce vin-là, il faut apprendre à l'aimer. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est que c'est vraiment un produit qui réunit à la fois beaucoup de nature et beaucoup justement d'esprit, d'humain. C'est magnifique. On est spectateur d'une transformation que personne n'a inventée, qui s'est fait naturellement. On la maîtrise comme on peut, on l'optimise. C'est vraiment la réunion de la nature, de la culture et de la spiritualité. C'est pas mon vin préféré, mais presque. Sagesse? Ouais. Ah, bah si, c'est mon préféré.
Ça dépend des Enfin, moments. non, moi, quand il est pluvieux, quand plus jeune, c'est plutôt la Syrah. Mais quand c'est plus vieux, c'est la sagesse. Quand elle commence à avoir 2-3 ans. Ouais. C'est du grenache, la sagesse? Ouais, c'est 100% grenache. Des vieilles vignes, enfin des vieilles de 45 à 60 ans à peu près. Pour moi, c'est... parce qu'en même temps, on en fait un volume assez conséquent, parce qu'on fait à peu près 14 000 bouteilles. Et du coup, c'est pas une cuvée, un vin de garage, comme on dit. Et donc, c'est un vin sur lequel on peut s'appuyer pour faire voir quelle est notre idée du vin à Gramenon. Voilà. C'est le plus représentatif, à mon avis. Parce qu'on a à la fois cette expression de grenache qui est assez originale, puisqu'on a un terroir froid, on a relativement du volume, c'est des vieilles vignes, on a notre idée justement du bois, pas du bois, etc. Il y a la recherche de ce fruité, il y a la finesse. Pour moi, c'est sûrement celui sur lequel... Il y a beaucoup de potentiel de garde aussi. Oui. C'est vraiment avec ça qu'on dise qu'on sait faire à Gramenon. Voilà. Et le grenache, c'est votre cépage majoritaire alors? Ah oui, on a... en rouge, on est à 70%. Ouais, non, j'avais dit 70. Ah bon, oui, c'est bien. Excusez-moi. Ça va, vous êtes d'accord? Je me demandais combien t'allais dire, c'est pour ça. Ah non, 70%. Et ici, c'est quoi? C'est la cave personnelle? Donc voilà, c'est ça, c'est la cave où on stocke nos vieux millésimes de Gramenon et les bouteilles des vins qu'on boit assez régulièrement. Donc les vins des vignerons amis. Ou pas amis, mais qu'on aime bien. Ouais, c'est une pièce qui renferme des choses qu'on aime bien, des bons souvenirs. Alors toute cette partie-là, ça, moi quand je viens là, je dis je vais aux archives. En fait, quand on met un vin en bouteille, on se donne l'occasion de garder quelque chose de vivant et qui va traverser le temps. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte une année où on a fait une dégustation de sepcentenaire, on a fait tous les millésimes. On a dégusté, ça faisait 15 millésimes. Et alors... C'est sûr que les gens qui dégustaient avec moi ne s'en sont pas rendus compte, mais moi j'avais l'impression de feuilleter un album photo quand j'ai dégusté. Tout est enfermé dans une bouteille. Il y a l'ambiance, même des choses, des préoccupations de cette année-là et tout. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ça m'a énormément marqué. Tout, et oui. Voilà. Et en milieu de l'année reviennent. Voilà. Et tu as l'odeur, tu as l'ambiance, tu as des mouvements, voilà. Et ça, c'est une grosse chance. C'est pour ça que cette pièce, alors non seulement on enferme nos souvenirs à nous, puis on a accueilli un peu des morceaux de vie d'autres personnes qui font du vin. Il y a leur terroir, il y a leur environnement, et voilà, c'est intéressant. C'est comme une banque génétique en fait. Voilà. C'est un patrimoine de tout ce qui se fait de mieux en vin. Il y avait un sarment qui partait comme ça, on a coupé là. Donc on a laissé 2 yeux et il y a 2 yeux qui partent. Et avec 2 grappes par œil. Voilà. On dirait qu'il va pleuvoir. Ouais. Il a la cuisine. Noir, hein. Ben, ça ferait du bien, non? Oui, ah oui, ça ferait du bien. C'est bien le moment. Là. On est sur la 4e année consécutive de grande chaleur, de sécheresse. Il n'y a pas eu que de 2003 alors, depuis, non. Depuis 2003. Oui, c'est depuis 2003, oui. L'année dernière, il y a eu moins de chaleur, mais plus de sécheresse. Du coup, on a eu des rendements très très bas, quoi. On a fait 20 hecto-hectares sur l'ensemble des vignes, ce qui est très très peu, quoi. Et ça, c'est parce qu'à force, la vigne, elle veut plus faire de fruits quand elle souffre trop. Au bout du moment, elle se protège et elle pense qu'à sa propre subsistance et pas à faire des fruits, quoi. Mais là, cette année, on a une pluie sortie.
Là, sur cette vigne, on va attendre encore un petit peu parce que c'est vrai que les feuilles, ça protège aussi si jamais on a la grêle qui tombe. Mais on sera obligé au niveau là, des raisins d'effeuiller pour éviter la pourriture. Alors c'est pour ça qu'on a, parce que là on a un porte-greffe qui favorise une végétation très exubérante. Donc bien que ça se fasse pas très habituellement sur les grenaches, on a mis un fil pour le palissage. Voilà, sur la grenache. Voilà, comme ça tient les feuilles. Et ça nous permet d'avoir une grosse surface foliaire. Et les raisins sont en bas. Et là, pour éviter que ça pourrisse, parce que des fois ça se ventile pas trop bien, eh bien on va effeuiller un petit peu. Et puis la lumière va pénétrer un petit peu. C'est bon pour la maturité complète, pour la couleur, etc. Et voilà. Et l'état sanitaire surtout. Et en même temps, on aura quand même la surface foliaire nécessaire, puisqu'elles sont palissées. Là, il n'y aurait pas de fil releveur, ce serait tout par terre en fait, la végétation. Donc, c'est à cause du porte-greffe qui est vraiment trop vigoureux. Oui. Et vous vendangez plus tôt, là, depuis ces années de sécheresse? Vous avez changé les dates de cueillette? On attaque toujours entre le 15 et le 25. On fait les cépages, septembre, on fait les cépages précoces. On commence par le vionnier, puis après on fait les syrahs. Puis en général, on attend 8 jours et après on commence les premières grenaches. Et cette année, vous pensez le faire dans ces dates-là? À partir du 20, je pense, le 15 ou 20 septembre. Voilà. Chaque année, quand on commence, là on commence dans ma tête, ça y est, on est déjà dans les vendanges. Et toutes les années, je me dis, comment on va faire? C'est comme si on ne l'avait jamais fait, quoi. C'est vraiment comme la feuille blanche du journaliste. Et moi, je marque tout. Alors, je reprends mes cahiers de vinification de quelques années et je me remets dans le bain. Je me dis, oui, bon, je vais peut-être arriver à le faire encore une année. Ça se joue à pas grand-chose, ça va être toujours correct, on va dire. Enfin, ça va être des fois bon. Et puis, on a peut-être les possibilités pour que ça soit exceptionnel. Et ça se joue à très peu. Et c'est là où il faut être, je veux dire, inspiré, quoi. Et puis, il faut s'écouter beaucoup. Moi, je sais que pendant les vendanges, c'est pas bien le moment, mais j'ai besoin de calme. Il y a des moments, je m'en vais toute seule dans les vignes, parce qu'il faut que je réfléchisse. Et si on reste dans le brouhaha et l'excitation, on ne prend pas les bonnes décisions. Il faut le mûrir un petit peu quand même, quoi. Et puis de se promener dans les vignes au moment des vendanges, on ressent aussi, quand on y va souvent, il y a quelque chose de visuel qui se passe et qui te dit c'est le moment et il faut y aller là. Moi j'ai toujours dit la vigne elle donne ce que vous lui avez donné. Il faut l'aimer, quoi, il faut l'aimer. C'est vivant. This intimate relationship with winemaking is in direct contrast to the market-driven trends of globalization. For these winemakers, it's the terroir, the unique place in which the grapes are grown, that gives each wine a distinctive and memorable character, just like the people who make them.